Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Enguerrand Artaz nous accompagne ce soir, gérant à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir ce soir, ravi de retrouver Régis Béguet également. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes désormais associé chez Zadig Asset Management et gérant chez Zadig bien sûr. Et Patrice Gautry nous accompagne également. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, vous êtes chef économiste de l'Union bancaire privée. Je me tourne vers vous pour commencer. Patrice, habituellement c'est vrai que l'histoire montre même qu'il est souvent judicieux pour un investisseur de ne pas trop prendre en compte le bruit politique dans ses décisions d'investissement. Est-ce que c'est un playbook qui fonctionne dans l'environnement actuel ou est-ce que les situations politiques du moment, je parle de la France mais pas uniquement, sont des situations à prendre en compte plus sérieusement que d'habitude pour un investisseur ? Oui, là, ça fait quand même pas mal de bruit. Et puis, il y a pas mal d'élections, parce que l'année 2024, on connaît les pays développés, on a laissé un peu de côté les pays émergents, mais il y a aussi eu déjà beaucoup d'élections avec des surprises. Et en fait, si on dresse le panorama de toutes les élections que l'on a eues depuis le début de l'année, eh bien, en fait, les surprises étaient effectivement des fois un petit peu difficiles pour les marchés, puisque soit les majorités n'étaient pas là, ou soit les candidats n'étaient pas là. Donc, grosso modo, on est obligé, pour simplement, pas en termes de spéculation, mais simplement pour dessiner une trajectoire. Et là, c'est bien au centre du sujet, où il y a deux trajectoires qui vont certainement se mettre en place, qui peuvent être assez différentes, entre, d'une part, cette économie anglaise qui avait dérivé par rapport à l'Europe continentale, et puis une Europe continentale qui est un petit peu sur la sellette par rapport aux défis qu'il y a en France, mais aussi dans les autres pays. La coalition espagnole n'est pas au mieux de sa forme. La coalition allemande a un peu de mal avec les feux tricolores, où ça commence à tourner au vinaigre. Donc on voit bien que la copie politique, pour résumer, effectivement, est malheureusement à tenir compte ou à considérer pour un investisseur. Dans le cas français, par exemple, on parle là d'une simple incertitude électorale qui sera résolue dimanche soir à la faveur des résultats du second tour, ou est-ce que c'est plus qu'une incertitude, voire demain un risque matériel? Encore une fois, je parle de la perspective de l'investissement et de l'économie, en l'occurrence également. Je ne connais pas les résultats de l'élection. Ce qu'on peut dire néanmoins... Non, mais les sondeurs français sont assez fiables par rapport à d'autres sondeurs ailleurs dans le monde. Il y a quand même une prédictibilité peut-être plus importante en France qu'ailleurs. C'est que la trajectoire qu'a connue la France sur les 5, 7 ou 10 dernières années risque effectivement d'être assez différente, quel que soit en fait le type de gouvernement que l'on ait pour les 2 prochaines années, puisqu'il y a les élections présidentielles après, qui peuvent redistribuer dans un cadre normal, d'élections prévues qui tombent au moment où elles sont prévues, qui peuvent redistribuer les cartes. Donc là, la trajectoire, l'économie française est un peu à un tournant, aussi avec l'économie européenne, puisqu'on a vu que, alors même s'il y a une relative stabilité parti centriste et conservateur au sein du Parlement européen, il y a quand même peut-être une redéfinition des postes des commissaires européens, donc ça c'est important, et puis aussi des priorités. Et derrière ces distributions politiques, il y a des fonds, et des fonds européens qui sont alloués, et là on peut avoir des priorités qui vont changer. Elles étaient déjà en train de bouger, notamment le critère de la défense, qui avait été mis un petit peu de côté, maintenant revient au niveau du Parlement européen, et donc la cohésion européenne, l'intégration européenne, l'homogénéité de la zone euro, c'est effectivement un débat qui est important, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis et en Chine, et compte tenu de ce qui va se passer en France. Mais ça veut dire que cette situation, oui, in fine, peut ou pourrait avoir des impacts profonds sur de grandes thématiques d'investissement de fonds qu'on peut associer à l'Europe, par exemple. Alors, oui, d'ores et déjà, pour moi, en dehors des élections... quel que soit le parti ou la coalition au pouvoir. On est de toute façon dans une situation mondiale qui est challenging en quelque sorte, avec des défis importants. Les États-Unis et la Chine ne se supportent pas. L'entrée en campagne électorale américaine ne va pas du tout arranger les choses. Et l'Europe est entrée également en guerre tarifaire. Alors là, c'est nouveau par rapport à 2016, où M. Trump était effectivement le porte-drapeau, je dirais, de l'action sur les tarifs douaniers. Mais là, en fait, on a des États-Unis, une Europe et une Chine qui sont en train de jouer avec ça. Donc là, d'ores et déjà, au niveau du commerce mondial, on est en train de redéfinir une thématique. Et sans parler de déglobalisation, qui a déjà en partie peut-être eu lieu, là, on va cimenter sur des trajectoires sur les 5-7 prochaines années.
en dehors, effectivement, de toute variation politique. Ce qui veut dire que si l'Europe, par exemple, doit réagir à petite rotate, c'est-à-dire on joue à la main chaude sur les tarifs, et alors bien entendu, on a parlé du porc, on a parlé du cognac pour effectivement les exportations européennes, mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin, puisque le problème derrière, c'est l'accès à la technologie, et c'est bien entendu, je dirais, la définition d'une sécurité. Le terme de sécurité économique, de sécurité énergétique, est un petit peu au centre des débats derrière cette acquisition de technologie. Donc on voit bien que, en fait, on est en train d'ouvrir une porte sur les 5 prochaines années qui est complètement différente de celle qu'on a vécue puisque là, on sortait en fait de l'époque Covid, et même encore très différente de l'époque où M. Trump était aux manettes aux États-Unis. Sécurité, d'ailleurs, c'était un peu le concept économique de la plateforme travailliste au Royaume-Uni. Ils appellent ça les Securonomics. Alors, chacun a son terme. Là, c'est un peu différent. En fait, c'est pour justifier de l'interventionnisme de l'État. C'est-à-dire que l'État va construire, en fait, justement, l'indépendance énergétique, mais aussi d'autres éléments de sécurité, sécurité de l'emploi, sécurité pour l'accès à la santé. Là, c'est des thématiques au Royaume-Uni qui sont importantes. Donc, en fait, c'est une façon de justifier un interventionnisme et inhabituel, une certaine fin de l'État libéral au Royaume-Uni. Bon, cette dimension politique, comment vous la regardez, Régis? Encore une fois, il y a le cas français brûlant, d'autant plus pour nous qui sommes en plein dedans, mais il n'y a pas que ça. Et est-ce que c'est un facteur, effectivement, qui a un impact de court terme sur la course des marchés, sans doute, mais qui pourrait avoir peut-être une empreinte un peu plus longue que d'habitude? Alors, en Europe, le cas français est quand même le cas central aujourd'hui, dans la mesure où ce qui se passe au Royaume-Uni, on a au Royaume-Uni un gouvernement, effectivement, de gauche, mais plutôt business-friendly, pardonnez-moi l'expression, mais je ne trouve pas le mot en français. Même sacrément pro-business par rapport à des partis de gauche qu'on peut observer ailleurs en Europe, pour dire les choses, Régis. Plutôt un esprit de relance économique par la consommation, une politique plutôt keynésienne, effectivement, dépenses d'infrastructures, etc. Mais avec une attention sur les déficits. Et donc, globalement, un programme qui peut éloigner quand même la partie la plus aisée du Royaume-Uni. Donc il faut voir s'il y a quand même des fuites de capitaux au Royaume-Uni, pardonnez-moi, ça peut quand même mettre un petit peu de pression sur ces promesses politiques, mais en tout état de cause, au départ, on n'a pas un programme qui est extravagant. Il n'y a pas de rupture. On cherche à offrir de la visibilité, j'ai l'impression. Les marchés, par anticipation, n'étaient pas particulièrement nerveux. Et sur la nouvelle, sont plutôt détendus. Le 10 ans anglais se détend de 4-5 BP à l'heure où nous parlons. Sur la défaite que vous avez mentionnée du Parti conservateur, elle cache quand même, le score historiquement bas du Parti conservateur cache le fait qu'il s'est fait prendre aussi beaucoup de voix par Nigel Farage, donc avec un esprit très nationaliste d'un côté, mais très très libéral de l'autre. Donc la tendance n'est pas non plus si claire que ça. Il y a eu un rejet du parti traditionnel conservateur qui peut nous rappeler peut-être ce qui s'est passé en France il y a quelques années, ou même il y a quelques semaines. Et voilà. Mais le résultat est un peu différent. Il faut avoir en tête que les travaillistes n'ont fait qu'un tiers des voix. 2 tiers des sièges. La loi électorale fait qu'effectivement, qu'elle pour un tiers des voix, vous bénéficiez des 2 tiers. Sur le Royaume-Uni, donc on a plutôt maintenant une certaine visibilité, une consommation qui devrait plutôt reprendre, et là où on a le moins de visibilité. 8 ans après le Brexit, le Royaume-Uni a passé son pic populisme. C'est exactement. Comme je le dis. En tout cas, son pic d'inquiétude. Et on est vraiment les yeux là rivés un peu plus. Et de l'autre côté de la Manche, alors, où il faut rappeler quand même que depuis quelques semaines, le 10 ans portugais, le rendement du 10 ans français, est supérieur au rendement du 10 ans portugais. Rappelons-nous des GIPS. Les pigs, c'était pas une expression qui était très sympathique, mais les GIPS de 2011, maintenant sont devenus les GIF, avec la France à la place du P. Et rappelons aussi tous les efforts qui ont été faits par le Portugal, qui ont permis aussi, intrinsèquement, au taux portugais de se détendre considérablement. Juste en dessous de la Grèce. On est entre le Portugal et la Grèce. On a la Grèce, on est à 10 BP. On est 10 BP au-dessus du Portugal, 10 BP au-dessus de la Grèce, en dessous de la Grèce, pardon. Donc, et ça, c'est quoi? C'est faire? C'est correctement payé ou pas, ça, Régis?
Si vous regardez la trajectoire de la dette française, effectivement, il n'y a jamais d'arrêt. Vous regardez, il y a eu un pic de dette pour tout le monde au moment du Covid. Vous regardez, la dette allemande est redescendue maintenant par rapport au pic du Covid. Et celle des pays périphériques également. Et celle des pays périphériques également, et pas du tout celle de la dette française qui continue sa trajectoire haussière, dont on ne voit pas du tout d'inversion. On voit encore moins d'inversion possible après ces élections, puisque aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Une possibilité, c'est de n'avoir pas de majorité. C'est une possibilité qui donne quand même une grande inconnue, parce qu'on n'a jamais vraiment eu ça, une absence totale de majorité. On avait une majorité relative en 2022, mais là, on n'aurait pas de majorité du tout. Ça veut dire que où on fait une espèce de gouvernement de coalition qui en France ne se fait quand même pas tellement. Ce n'est pas l'Allemagne, ni l'Italie, ni la Suisse. La France, on n'a jamais très bien fait. Enfin, Mitterrand l'avait fait à la fin des années 80, mais c'est le pari de savoir si on peut apprendre. C'est quand même un peu compliqué, et les institutions ne sont pas faites pour ça. Ou alors un gouvernement technocratique, un peu à la manière de Mario Monti ou Draghi, ce qui s'est fait en Italie, ce qui serait peut-être une hypothèse plausible, mais pas très durable. On ne peut pas imaginer que ça durerait encore les 3 prochaines années. Ou alors, troisième hypothèse, donc une majorité au Rassemblement national qui semble s'être beaucoup recentré par rapport à son programme de 2022, un programme économique qui est aujourd'hui plus raisonnable, mais encore assez dépensier quand même. Donc dans les 3 hypothèses, on n'a pas... Il n'y a rien qui améliore la trajectoire des finances publiques en France. Enthousiasmant sur le plan des finances publiques. C'est pourquoi le spread effectivement de dette avec l'Allemagne, de taux de rendement avec l'Allemagne se resserre, mais est encore relativement élevé. On était à 40-50 BP avant les élections européennes. On est monté jusqu'à 80-90. Là, ça se tendait vraiment. On est redescendu à 60 en éliminant, je dirais, les hypothèses les plus catastrophistes sur le résultat de ces élections. Mais ça reste un moment d'assez grande tension. Le débat, effectivement, il va y avoir le débat de savoir si, dans le cas d'un résultat très défavorable ou d'une politique très très dangereuse, la BCE interviendrait. L'Allemagne n'a pas l'air d'être tellement de cet avis, ce qui peut se comprendre. On n'en est pas là. Oui, question qu'on peut se poser. On a eu un silence assourdissant de Madame Lagarde depuis les premiers résultats des élections, ce qui est normal. Elle veut ce qui paraît être une position tout à fait appropriée à ce stade. Tout à fait. Mais on peut avoir beaucoup de critiques vis-à-vis de la BCE, que la BCE n'intervienne pas dans la séquence électorale française, ça me paraît la moindre des choses. Pour l'instant, au cœur du sujet, et puis bien sûr à suivre, plus important encore, les États-Unis. Parce que si Biden devait être remplacé aux États-Unis par un autre candidat démocrate, il y a beaucoup de candidats démocrates relativement farfelus. Donc Biden, c'était celui qui était le plus... il est ce qu'il est, mais c'était celui qui était le plus raisonnable économiquement. Et donc, vous pouvez aussi avoir un peu de folklore. Peut-être pas au bout de nos surprises politiques à mi-parcours de cette année 2024. Sur cette dimension politique, et encore une fois, du point de vue de l'investisseur, Enguerrand, je le disais, l'histoire nous montre qu'il ne faut pas trop accorder de considération au bruit politique quand on investit pragmatiquement, rationnellement sur les marchés. Est-ce que là, quand même, il y a des incertitudes, des risques qui font dire que ça peut remettre en cause des choses importantes pour l'investisseur ? En fait, je pense que tout dépend de l'horizon dans lequel on se place. C'est-à-dire qu'à court terme, on va certainement évacuer un petit peu le sujet, notamment le sujet français d'ici quelques jours, quand on va avoir le résultat des élections, avec une réaction de marché qui sera court-termiste et qui sera ce qu'elle sera. Après, un peu plus long terme, comme l'a bien expliqué Patrice, tout ça s'inscrit quand même dans un changement de dynamique mondiale où là, on est obligé quand même d'en tenir compte d'un point de vue d'investisseur, ne serait-ce que sur des histoires notamment d'inflation, puisqu'on sait très bien que si on a une déglobalisation qui accélère à cause de ces phénomènes-là, on aura structurellement des cycles un petit peu plus inflationnistes qu'avant. Donc, on est forcément obligé d'en tenir compte, soit sur un horizon de très court terme, soit sur un horizon de plutôt long terme. Après, la réalité, c'est qu'entre les deux, il y a beaucoup de sujets de moyen terme qui paraissent quand même peut-être plus marquants pour les marchés que le sujet politique. Évidemment, c'est ce qui se passe notamment aux États-Unis sur le marché de l'emploi et même globalement toutes les dynamiques macroéconomiques, puisque la zone euro, ça redescend un petit peu à nouveau dernièrement. Et je pense que ça, sur un horizon plutôt de moyen terme, c'est peut-être plus important pour l'investisseur
que le bruit politique qui, évidemment, à court terme, a un énorme impact. C'est pour ça qu'on en parle autant. Et évidemment, ça nous touche tous, en plus, nous, dans notre vie personnelle. Mais sur un horizon de 3 mois, 6 mois, 1 an... C'est pas forcément ce qui va façonner la course la dynamique des marchés. Je pense pas. Effectivement, je pense que c'est à toutes les ce qu'a décrit Patrice sur les changements du monde, c'est des choses. Alors, il y a des phases où ça peut accélérer et créer des phénomènes qui impactent les marchés très durement sur un coup. On l'avait vu en 2018 avec la guerre commerciale, etc. Mais c'est quand même plutôt des tendances d'assez long terme. Et donc, l'impact direct en termes de stratégie de marché, il n'est pas forcément facilement perceptible. J'ai envie de dire. Et donc, c'est peut-être plus sur des questions macroéconomiques qu'il faut, à mon avis, se recentrer, une fois qu'on aura évacué le bruit politique là, de court terme, notamment avec la France. Allons-y sur la macroéconomie. Le marché américain nous offre aujourd'hui la publication du rapport mensuel sur l'emploi. On reste 200 000 créations, ça reste bien. 4,1% de taux de chômage, ça reste compatible avec l'idée d'un quasi plein emploi aux États-Unis. Néanmoins, en dynamique, tout le monde constate, avec des moyennes 3 mois, etc., une forme de ralentissement. Est-ce qu'on est encore dans un refroidissement de l'activité économique américaine conforme à ce qu'on peut attendre après l'épisode de surchauffe post-Covid, notamment, ou est-ce qu'on est proche de déborder vers quelque chose qui serait moins attendu ou moins souhaité, notamment par la Réserve fédérale américaine ? Je pense qu'il y a 2 choses à préciser sur ce sujet-là. On évoquait les créations d'emplois, non-farm payrolls, qui sont le chiffre peut-être le plus regardé par les marchés, et même un peu par la Fed. Le problème avec ce chiffre, c'est qu'il est constamment révisé d'un mois sur l'autre et quasi systématiquement vers le bas. Le cumul depuis le début de l'année des révisions, c'est 250 000 créations d'emplois en moins par rapport aux premières estimations. Si on cumule depuis début 2023, c'est quasiment 600 000. D'accord. Le problème, c'est qu'en plus, elles sont révisées de manière annuelle derrière, avec les ajustements liés notamment au calcul d'ajustement de la démographie du bureau du recensement américain. Et la Fed de Philadelphie a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et en fait, quand on prend les calculs de la Fed de Philadelphie et qu'on les cumule avec ces révisions mensuelles, depuis début 2023, c'est 1,5 million de créations d'emplois de moins par rapport aux chiffres préliminaires, c'est-à-dire 100 000 créations d'emplois en moins par mois. Donc, en fait, ce chiffre, quelque part, il est difficilement fiable dans la mesure où il semble quand même un petit peu structurellement surévalué. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'en fait, le marché de l'emploi américain est certainement en moins bonne santé que ne le laissent supposer les chiffres de non-farm payroll. La deuxième chose, c'est que, je pense que ça commence à devenir assez clair, on a passé une phase de normalisation qui était plutôt positive par rapport aux excès qu'on avait post-Covid. Rappelez-vous, on avait un ratio entre le nombre de postes à pourvoir et le nombre de demandeurs d'emploi qui était passé au-dessus de 2. C'est-à-dire que face à 2 offres d'emploi, on n'avait qu'un seul demandeur d'emploi disponible. Donc forcément, ça crée des très grosses tensions. Là, on est redescendu à autour de 1,2, ce que sont les niveaux à peu près d'avant Covid. C'est même encore un peu en dessous si on regarde que l'emploi privé. Donc on a eu toute cette phase de normalisation qui était bénéfique parce qu'elle rééquilibrait l'offre-demande et elle faisait baisser un peu la tension sur l'inflation salariale. Donc ça, c'était positif. Là, le problème, c'est qu'on commence vraiment à rentrer maintenant dans une phase un peu de dégradation. On n'est plus, à mon avis, dans une phase de normalisation, on rentre dans une phase de dégradation. Et quand on regarde le détail du rapport emploi, il y a beaucoup de chiffres quand même qui sont assez mauvais. L'emploi à temps plein par rapport à l'emploi à temps partiel chute énormément. Le recours à l'intérim chute également beaucoup. Là, sur le mois, c'est le pire mois hors Covid depuis la crise de 2008, la baisse du recours à l'intérim. Emploi privé versus emploi public, on a la même chose. On a la même chose aussi si on regarde seulement l'enquête auprès des ménages. Oui, qui a un peu corrigé ce mois-ci, mais qui était catastrophique le mois dernier. Oui, bien sûr. C'est quand même, est quand même très mauvaise. Les ménages américains voient des destructions d'emplois quand l'enquête auprès des entreprises continue de voir des créations d'emplois, pour dire les choses. Pas ce mois-ci, mais sur les mois précédents, c'était le cas. Là, l'inverse, c'est que ce chiffre-là est peut-être un tout petit peu sous-estimé dans la mesure où il ne prend peut-être pas totalement en compte l'impact de la forte immigration de travail qu'il y a eu aux États-Unis ces derniers mois. Donc, je dirais, mais si on fait la moyenne entre ce chiffre-là et les chiffres de NFP, en fait, la tendance, elle est quand même... Et donc, il est temps pour la Réserve fédérale américaine de se mettre en action, c'est ça le message? Ce qui est quand même un peu surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage qui ressort à 4,1. On a une Réserve fédérale qui, dans ses dernières projections, nous donne un objectif de taux de chômage à 4 pour fin 2024. Donc on est déjà au-dessus. Et en plus, on a des tendances sous-jacentes
qui ne sont pas très bien orientés. C'est-à-dire que si c'était simplement une histoire de composition, de taux de participation, de choses comme ça, ce ne serait pas très inquiétant. Là, toutes les tendances sous-jacentes se dégradent. Donc, il semble quand même qu'il y a un petit risque que la Réserve fédérale soit un petit peu, comme on dit, behind the curve, c'est-à-dire un petit peu en retard sur l'évolution du cycle économique, soit trop focalisé sur l'inflation, pas assez sur l'emploi. Et ça, pour les marchés, ça me semble être quand même un point d'attention qui doit être très important, plus presque que le bruit de court terme électoral. Et d'autant plus important dans un contexte de bruit et d'agitation politique, j'imagine, effectivement. Oui, et puis en plus, on pourrait très bien, on en discutait avant l'émission, on pourrait très bien avoir un cas où ces chiffres commencent vraiment à se dégrader encore un peu plus au moment de l'élection américaine. Je vous laisse supposer le coup que ça pourrait donner. Bon, Patrice, est-ce que la Fed est bientôt mûre pour signaler explicitement une première baisse de taux qui rejoindrait celles qui ont déjà été accomplies d'ailleurs par plusieurs grandes banques centrales, y compris en Europe? Est-ce qu'un CPI, un chiffre d'inflation américain qui sera publié la semaine prochaine, en ligne ou en dessous des attentes, est-ce que ça nous envoie le signal d'une première baisse de taux garantie ou en tout cas très probable en septembre? Je rebondirai sur 2 points. Le premier point, c'est que les marchés et les marchés monétaires ont passé leur temps à anticiper des baisses de taux qui ont dû être reportées. Donc, je me méfie, même si le chiffre, effectivement, je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être faite sur le marché de l'emploi, même si je souscris à cette analyse, dire attention de ne pas attendre trop tôt. Et le discours de la Fed, c'est pas attendre trop tôt. De ne pas attendre trop. Oui. Et le discours de la Fed, c'est bien ni trop tôt ni trop tard. Oui. Parce que derrière, on peut avoir 2 erreurs. Et l'erreur de baisser les taux trop tôt, c'est effectivement de ne pas avoir la détente dans les services. Les services, ça bloque. Et il y a quelque chose qui bloque encore plus, ce sont les loyers. Et là, effectivement, donc il faut avoir... Les services, c'est une action qui est longue par rapport à la politique monétaire. Il faut du temps. Et effectivement, pour l'instant, même si la Fed... on se rappelle qu'il y a un moment, au printemps, on parlait de hausse de taux de la Fed. Puisqu'on dit, mais attendez, vous ne contrôlez rien. Là, on dit, mais attendez, vous ne contrôlez rien parce que ça va se casser la figure. Donc, l'action, effectivement, de la Fed met du temps et l'action de la politique monétaire met du temps. On le voit sur le crédit, ça mord sur le crédit. Mais ça ne mord pas dans les conditions financières, ça mord sur le crédit, l'octroi de crédit, la demande de crédit et l'offre de crédit. Donc, il y a une action, ce qui veut dire que la Fed est plutôt rentrée dans, je dirais, une opération de gestion des risques de baisser trop tôt ou risque de ne pas baisser assez vite. Et ces deux risques sont équivalents encore aujourd'hui? Les deux risques, pour moi, sont équivalents. Il faudra... et c'est le deuxième élément sur lequel je rebondirais, oui, les créations d'emplois ont révisé, donc là, la Fed se sent beaucoup plus à l'aise, le taux de chômage monte. Bon, les prévisions qui sont données par la Fed ne sont pas des prévisions, c'est un environnement. Donc, ce n'est pas des prévisions au sens du FMI ou de l'OCDE. Donc, ça traduit effectivement que le marché du travail est en train de rentrer dans l'environnement, en fait, auquel s'attend, auquel désire la Fed. Il y a un élément quand même qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, c'est l'évolution des salaires. Ça ralentit pas assez, on est encore au-dessus des 4%, il faudrait revenir dans cette configuration-là, plutôt vers 3,5%. Alors, d'ici le mois de septembre, on peut le faire. Sur 3 mois, on est à 2,9, 3, quoi. Bon. On peut venir, on peut s'approcher. Et effectivement, en termes de gestion de risque, s'il y a un risque de rupture de l'activité, là, la Fed, effectivement, s'octroiera ou prendra le risque de baisser au mois de septembre. C'est tout là. Avant, je pense. Mais on n'a pas ce point d'accélération de la fonction de réaction de la Fed encore aujourd'hui. Non, regardez dans les indicateurs. On a eu des indicateurs dans l'industrie et les services. L'ISM s'est cassé la figure, passé en dessous des 50, manufacturiers services, alors que les PMI sont au-dessus des 50. Ils disent, en fait, tout va bien. Donc, les relevés de température que l'on peut faire sur l'économie américaine, si vous faites grande, petite entreprise, consommation, services, automobile, eh bien, vous avez en fait 4 ou 5 États différents. Donc, pour l'instant, en fait, il n'y a pas de Goldilocks, c'est-à-dire tout ne ralentit pas de façon harmonieuse. On a encore beaucoup de disparités et la Fed attend justement peut-être, alors là c'est une convergence par le bas, c'est-à-dire en fait qu'il y ait une vraie décélération pour être sûr d'éviter ce qu'est en train de faire la Banque d'Australie, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a baissé ses taux, eh bien, en fait, l'inflation est repartie, et là, elle parle de remonter ses taux pendant l'année. Ça, la Fed ne supporterait pas, la BCE non plus, d'où les discours très très prudents et les approches extrêmement pragmatiques que l'on aura aux banques centrales. Oui, non, mais c'est un jeu d'équilibre compliqué. On sait que quand le taux de chômage commence à remonter un peu, souvent, il peut remonter aussi assez fort derrière. Mais... Pour casser la dynamique dans les prix des services, il faut un vrai ralentissement de la demande. Et ça, c'est le problème. Donc, on va reparler d'une
une petite récession américaine à un moment là? Alors, c'est quoi une récession aux États-Unis? Parce qu'il y en a pratiquement pas eu dans l'histoire, en définitive. Il y en a très très peu. Le nombre de trimestres négatifs. Alors une récession. Au sens du NBER, il y a eu très peu de récessions aux États-Unis. D'accord. Alors, récession américaine, les marchés auraient peur si on avait une croissance trimestrielle annualisée qui passe en dessous de 1%. D'accord. Là, on parlera effectivement d'un ralentissement. Et là, la Fed, effectivement, serait sensible à ça. Si jamais le troisième trimestre pourrait être un trimestre de trou d'air de l'activité, effectivement, là, la Fed va baisser ses taux au mois de septembre. Vos commentaires, Régis, est-ce que vous sentez quand même que les banques centrales sont pas loin d'être un peu plus forward-looking, peut-être regarder un peu plus devant, relever un peu la tête du guidon et offrir quelques baisses de taux supplémentaires? Est-ce que c'est un soutien pour le marché? Et puis, ce qu'on décrit sur l'économie et alors le craquellement de l'économie américaine et puis peut-être le risque d'une économie européenne en phase de décollage, mais qui se retrouverait un peu sapé, j'allais dire, par le choc d'incertitude. Est-ce que ça va se retrouver dans les résultats et les discours des entreprises qui vont vite revenir sur le devant de la scène? D'abord, sur l'économie américaine, effectivement, je souscris à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signaux qui sont en réalité assez contradictoires les uns avec les autres. Donc, il n'y a pas une clarté quand même absolue du fait que ça ralentit, c'est surtout du rythme de ralentissement. Sur l'inflation également, il faut se souvenir qu'on a eu des chiffres extrêmement bas, on avait une très forte chute de l'inflation l'été dernier sur le core CPI, et par conséquent qu'on a un effet de base qui est extrêmement faible et que les chiffres assez faibles, les derniers chiffres, les chiffres que nous allons connaître assez faibles d'inflation au moment de l'été, peuvent être tout à fait contredits au moment de l'automne, au moment où on va perdre cet effet de base extrêmement bas de l'été dernier. Donc c'est pour ça que je pense que la Fed n'est pas spécialement pressée de baisser ses taux et du coup la BCE non plus. D'ailleurs ça a été redit récemment par plusieurs voix de la BCE qu'il n'y avait pas non plus une très grande urgence, que l'inflation n'était pas encore à l'objectif. Enfin on est à demi. Et c'est assez naturel parce que malheureusement pour elle, la BCE est quand même dépendante de la Fed. La BCE ne peut pas faire cavalier seul sur les taux, quand bien même l'inflation ralentirait en dessous de son objectif, parce que ça aurait des effets sur l'écartement des devises qui serait donc la BCE, elle est quand même un petit peu dépendante de la Fed. La Fed aussi partiellement dépendante de la BCE, mais sans doute un petit peu moins. Et donc vous dites miser sur une accélération du calendrier des baisses de taux à ce stade, c'est une hypothèse un peu risquée, quoi. Un peu risqué à ce stade. Je ne pense pas qu'on soit entré dans cette phase-là, d'autant qu'on a une Chine qui est très faible depuis un petit moment, mais qui pourrait à un moment donné repartir. Si la Chine repart, ça fera repartir l'Allemagne. Si l'Allemagne repart, l'économie européenne ne sera pas en si mauvaise santé que ça. Il n'y aura pas non plus une si grande urgence à baisser les taux en Europe. Donc je ne pense pas que ce soit une configuration dans laquelle il faille se placer. D'ailleurs, le marché ne s'y place pas pour l'instant particulièrement, puisque malgré toutes les incertitudes depuis le début de l'année, on a quand même un secteur bancaire qui a repris des couleurs. Alors les banques françaises sont beaucoup moins sensibles à la baisse des taux que les banques que les autres banques européennes, à la baisse ou à la hausse des taux. Enfin, sont moins sensibles aux taux à cause du livret A, et à cause de l'épargne réglementée en France, qui fait que les banques françaises sont moins sensibles aux taux. Mais on a un secteur bancaire qui en Europe, en Allemagne, en Italie en particulier, a été très largement surperformé. On est d'accord. Depuis le début de l'année, et effectivement qui ne montre pas de signe d'inquiétude de ce point de vue-là. Ça prouve que implicitement le marché ne valorise pas encore cette baisse des taux. Et puis par contre sur les valeurs d'hypercroissance, donc tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle d'un côté et l'obésité de l'autre principalement, pour faire ces deux grands thèmes-là, qui sont les thèmes d'hypercroissance du moment, on a des valeurs qui à l'inverse ont connu une très forte inflation de multiples, et comme si je dirais, les taux avaient déjà baissé. Donc on ne va pas dire que on s'attende, enfin qu'on ait besoin, je dirais. Donc si on se place dans votre camp avec l'idée qu'il faut être prudent sur une accélération des baisses de taux, vous dites attention à ces segments d'hypercroissance qui ont peut-être un peu anticipé trop vite. Déjà, effectivement, qui ont été très très loin. Et c'est aussi quelque chose, il faut aussi avoir en tête que la Fed regarde les marchés financiers et que les plus hauts des marchés américains, qui certes sont concentrés sur un tout petit nombre de valeurs, un peu comme en Europe d'ailleurs, mais encore plus aux États-Unis, vont créer un effet richesse quand même dont la Fed tient compte aussi dans sa perspective. Elle ne voudrait pas, la Fed, relancer une bulle spéculative qui est déjà quand même pas mal installée pour certains segments de la cote. Qu'est-ce que les résultats d'entreprise, alors agrégés, j'entends, Enguerrand, vont apporter à l'analyse des
des investisseurs et des marchés. Et c'est vrai que, un mot quand même du marché américain. Enfin, cette semaine, on a vu le VIX retomber à 12 et même en dessous. De nouveaux raccords sur le Nasdaq et le S&P 500 avec toujours les mêmes 5-6 plus grosses valeurs. Et puis même, on voit un Tesla qui est passé par moins 40 cette année, qui se refait la cerise et qui revient apporter de la contribution positive à la performance des indices. En fait, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est qu'à quelques exceptions près, on observe en termes de performance de marché un peu ce qu'on observe sur les BPA. C'est-à-dire que les BPA du S&P, en fait, ils ne sont tirés quasiment que par les BPA de la tech. Le reste du S&P, les BPA sont plutôt légèrement orientés à la baisse. Il y a une bulle de profit, là, déjà, de ce point de vue-là, quoi. Alors, il y a une bulle de profit et il y a une bulle de valorisation qui est encore plus élevée que la bulle de profit. D'accord. Les 10 premières valeurs du S&P, c'est environ 35% du S&P, c'est 23% des profits. Donc, il y a en plus une dissymétrie de ce point de vue-là. Mais ce qui, du coup, va être important à regarder, alors évidemment, le résultat de ces valeurs-là va avoir un énorme pouvoir déterminant sur les marchés, et même globalement sur les marchés mondiaux, presque plus que la politique. Nvidia, c'est 4,5% du MSCI World, la France, c'est 2,7%. Donc, ça donne à quel point ces résultats-là sont importants. Mais aussi, derrière ça, ce sera intéressant de voir les résultats du reste de la cote, et de voir si le reste des entreprises voit ces BPA s'améliorer ou pas du tout. Et la deuxième chose qui sera importante à regarder, aux États-Unis, mais là aussi pas mal en Europe, c'est les guidance, c'est le message des entreprises. Où justement, notamment en Europe, on pourrait peut-être avoir quelques petites déceptions. Parce qu'on commençait à avoir une amélioration des perspectives sur l'Europe. On se disait notamment avec les indices IFO, les PMI, etc., qui repartaient à la hausse. Et puis là, on a un petit trou d'air en juin, qui peut-être n'est dû qu'à la politique. Le problème, c'est qu'en parallèle, ce qu'on appelle les hard data, les données dures, s'améliorent pas non plus. On a eu aujourd'hui les chiffres, hier, chiffres industriels en France, en Allemagne. C'est pas bien orienté du tout quand même. Et donc, si les perspectives s'améliorent dans les enquêtes d'opinion, mais qu'à un moment ça ne se transcrit pas dans les hard data, c'est que peut-être ce rebond est pas si fort que ça. Et dans cet environnement-là, si on a un discours des entreprises sur les objectifs à 6, 12 mois qui devient plus prudent, ça va être un petit peu embêtant. À l'inverse, si au contraire les entreprises nous disent finalement le contexte électoral, au-delà de ce bruit-là, le reste, les perspectives, ça va, la demande repart, on aura plutôt des bonnes surprises, mais à mon avis, il faudra beaucoup surveiller ça, et le price action, un peu comme au premier trimestre, risque d'être un petit peu compliqué. On ne sent pas intuitivement qu'on évolue dans un environnement d'hyper-confiance des agents économiques, consommateurs ou entreprises, pour et puis, de toute façon, ce comportement de marché, de concentration sur les grands noms de la tech, il ne traduit pas une confiance très forte des investisseurs. Autrement, on aurait un spreading, un broadening, une diffusion du marché. Là, on ne l'a pas du tout. Donc, c'est qu'il y a un vrai sentiment un peu négatif qui reste dans ce marché. Comment vous regardez cette logique de marché sur la partie action notamment, Patrice, et puis effectivement le lien entre la macro et la micro, dans un contexte macro de ralentissement, peut-être chancelant en Europe, d'un décollage un peu avorté. Est-ce qu'on peut imaginer toujours que les entreprises viennent à la rescousse avec leurs résultats, ou est-ce qu'à un moment il y a une convergence des deux qui s'opère ? Je pense qu'on est encore dans une situation où le momentum reste positif. Ma crainte, ce sera peut-être plus pour 2025, parce qu'on a l'impression que la bonne année action, c'est cette année en définitive, parce qu'on avait des comparaisons qui étaient difficiles, des progressions bénéficiaires, vous l'avez rappelé, en 2023 qui étaient très difficiles. Donc là, on a dans une dynamique qui est avec des comparaisons, des variations trimestrielles, des variations sur un an qui sont plutôt positives. On cherche du momentum d'un secteur par rapport à l'autre ou d'un pays par rapport à l'autre. Et pour l'instant, en fait, si effectivement la diversification n'a pas bien fonctionné, de sortir de la technologie, si vous aviez du Japon couvert ou de l'Inde, par exemple, alors on va chercher très loin, ou peut-être un peu à un moment du Royaume-Uni, petite valeur, des choses comme ça. Donc on va trouver effectivement des pôles de croissance ou de diversification, ce qui n'a pas bien fonctionné dans les marchés développés. On peut le trouver avec quelques apports des marchés émergents ou de marchés périphérique en quelque sorte. Pour l'instant, je trouve que le momentum des entreprises est plutôt bon, c'est-à-dire que même si effectivement il y a une inquiétude du côté des PMI, en fait même dans les enquêtes de PMI, on voit que les entreprises gèrent les coûts, c'est-à-dire qu'elles réduisent la voilure quand leur carnet de commandes diminue. Donc grosso modo, ça veut dire que leur marge, qui avait monté à des niveaux historiques aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, ça, c'est intéressant puisqu'on n'a pas, même en Europe, de secteur, on n'a pas les M7. Et alors, on a du
Chanel 7, On en a du d'autres. Louis Vuitton de Ouais, 07. oui, comment Si on veut faire il y a eu les une comparaison, voilà, exactement, granolas, les granolas de M. Goldman Sachs. C'est tout petit granola. Chacun. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises-là sont capables de capturer effectivement je dirais un momentum sur l'économie mondiale et de faire face à des augmentations de coûts ou des difficultés passagères sur un pays ou un autre. Mais l'effet inflationniste, illusion nominale, ça c'est fini ça. L'effet prix. Je pense que ça joue encore. Et ça joue dans encore. les enquêtes de PMI, où effectivement, d'abord les entreprises, soit elles ont d'abord fait des économies de coûts, parce qu'il y a eu quand même des baisses de prix de l'énergie. Oui. Là, le problème essentiel qu'on le retrouve aussi bien dans le secteur des manufacturiers que le secteur services, c'est l'évolution des salaires. Bien sûr. Et là, effectivement, sans remettre en cause l'emploi, c'est ce qui vient d'être fait justement dans la statistique publiée cet après-midi avec les services, où là, il y a moins de création. Ouais. Donc, à défaut de remettre en quelque sorte la situation donc, sur l'emploi, donc de couper dans leurs coûts, et là cette fois-ci au niveau de la main-d'œuvre, pour l'instant, les marges sont plutôt protégées. Donc, je m'attendrais à ce que deuxième et troisième trimestre soient encore avec une queue de la comète qui est plutôt bien orientée. Le problème, c'est quand la Fed va baisser ses taux, quand la BCE va vraiment baisser ses taux, d'abord on va s'apercevoir qu'elles ne vont pas baisser les taux très très loin, on va s'arrêter avant, et là, derrière, en fait, la conjoncture dans les pays développés sera un peu moins bonne, et tous les momentum que l'on a eu en termes de volume, de reprise, de Covid, d'épargne accumulée excédentaire, de pression sur les marges ou d'augmentation des marges, ces phénomènes-là peuvent un peu disparaître les uns avec les autres. Donc, la bonne année action, c'est pour moi en ce moment. C'est maintenant. Et il n'y aurait peut-être pas suffisamment de baisse de taux pour venir limiter peut-être un drawdown de marché. S'il y a des fortes baisses de taux, ça veut dire que ça va mal. Ce ne sera pas une bonne nouvelle non plus. On est d'accord. Dans l'univers Stock 600, qui est le vôtre chez Zadig Asset Management, Régis, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de privilégier comme secteur? Qu'est-ce qui ressort aussi de la composition géographique de vos stratégies? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez appliqué une stratégie particulière aux actifs français, par exemple, ces derniers temps? Non, alors nous, on essaye d'être neutre de ce point de vue de ces risques, qui sont des risques de court terme, effectivement. Il ne faut jamais surestimer l'impact politique, sauf à ce qu'il y ait une dérive vénézuélienne de la France. Mais sinon, en général, tout ça se corrige. Mais on essaye d'éviter d'avoir une trop grande sensibilité à court terme, positive ou négative, à ce genre d'événement. En revanche, ce qui se passe sur les marchés européens ressemble un peu à ce qui se passe sur les marchés américains, dans une moindre mesure, mais quand même, c'est assez significatif. C'est-à-dire que si vous prenez la performance de l'indice éco-pondéré, c'est-à-dire que vous faites la moyenne des performances de l'ensemble des valeurs qui composent l'indice, au lieu d'en faire la moyenne pondérée par leur taille, vous avez une performance qui est sur le seul mois de juin 2% inférieure à celle de la performance réelle de l'indice. Ça veut dire qu'en pourcentage de noms qui montent, il y en a beaucoup moins pourcentage de noms qui montent, pardon, il y en a beaucoup moins que la taille de l'indice en général. Et il faut avoir en tête, parce qu'effectivement, le marché est très concentré sur ces valeurs qui ont du momentum, c'est-à-dire de la révision hausse. Mais il faut avoir en tête que la théorie financière vous dit qu'une action, elle ne monte pas particulièrement parce que ses profits progressent. Les profits n'ont pas besoin de progresser pour qu'une action monte. Parce que quand une action, une entreprise, elle génère de la richesse, cette richesse, elle vient se porter sur l'actionnaire. Donc une entreprise qui aujourd'hui génère 10% par exemple de sa capitalisation en trésorerie, l'actionnaire s'enrichit de 10% par an. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la hausse de cette rentabilité pour que ça fasse... C'est pas la seule mécanique, j'entends. Mais effectivement, le marché reste dans une myopie très forte sur les actions d'hypercroissance. Et comme ça a été dit, on a non seulement une dynamique de profit particulière sur ce très petit nombre d'entreprises, mais une dynamique un multiple sur cette rentabilité qui est très élevée. Et par conséquent, je pense que c'est dans tout le reste de la cote, qui est immense, qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. Bon, un mot de la philosophie d'investissement. Alors, pour une stratégie diversifiée ou un peu globale macro, Enguerrand, à la financière de l'échiquier, et l'appétit pour le risque qu'on peut encore avoir aujourd'hui ou pas?
Non, moi je rejoins totalement ce qui vient d'être dit par Régis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, notamment en zone euro, des très belles valeurs dans le reste de la côte, notamment dans les segments small mid qui ont été quand même massacrés, qui commençaient à repartir un petit peu avant les élections, puis qui ont repris un coup de bambou. Il y a de très belles valeurs, notamment des valeurs défensives, qui peuvent être intéressantes, même dans un cas où la macro irait moins bien. C'est ça qui est important à dire, parce qu'a priori, on se dit, bon, petite moyenne valeur, si niveau de la macro, ça va pas très bien, ça semble pas évident, mais il y a des valeurs de qualité défensive et tellement décotées dans ce segment-là, que ça semble quand même intéressant de revenir dessus. Et la deuxième chose, une perspective d'un fonds diversifié, c'est que je pense qu'on a encore aujourd'hui une très forte attractivité des actifs obligataires en général. Et ça change quand même pas mal de choses pour des fonds diversifiés, avec quand même dans les perspectives de baisse de taux, même si elles sont plus ou moins graduelles, on va quand même vers des baisses de taux. Donc renforcer petit à petit aussi la duration des portefeuilles, ça semble quand même être une stratégie qui est un peu asymétrique positivement aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Enguerrand Artas, gérant la financière de l'Échiquier, Régis Béguet, associé et gérant chez Zadig Asset Management, et Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée, était avec nous en plateau.